Pour Cameroun Tribune, le bilan, quel qu'il soit, et qu'il soit provisoire et officiel, nous apprend qu'il y a donc eu une vingtaine de morts. Le ministre de la Communication, qui fait d'ailleurs l'annonce, présente les condoléances du chef de l'État aux familles éprouvées, tout en exhortant les populations à ne pas céder à la peur. Pour Issa Tirman Bakari, à travers Cameroun Tribune, les forces de défense camerounaises ne baissent pas les bras. Elles ont plus besoin du soutien des populations pour y parvenir en ce moment. Autre sujet traité par la presse également cette semaine et qui fait également l'un des sujets de droit de réponse, c'est notamment l'affaire de Iya Mohamed, avec notamment le messager qui nous apprend que l'ex-directeur général de la Sodekaton et ex-président de la Fédération camerounaise de football a été déclaré coupable de détournement de 11,3 milliards de francs CFA. De ce fait, donc, il écope de 15 ans de prison. Et selon notamment le messager, cet argent a été détourné entre 2005 et 2010, du temps où il était encore directeur général de la Sodekaton. Et si ses avocats entendent faire appel, il faut rappeler, et selon notamment le messager, que certains de ces co-accusés ont été condamnés à vie, d'autres sont d'ailleurs en fuite. Le journal Le Messager révèle que les déboires de Iya Mohamed commencent donc lorsqu'il s'obstine à rester éternellement à la Fédération camerounaise de football. Mais malheureusement, le sujet FECAFOOT n'a jamais été évoqué durant tout le procès. La nouvelle expression qui a traité également de cette affaire nous fait savoir que l'argent qu'on reproche à Iya Mohamed d'avoir volé a servi à sponsoriser et à augmenter les salaires du personnel, les salaires également, et à parrainer les activités de la Sodekaton et notamment l'équipe de Coton Sport de Garoua. Autre actualité cette semaine était aussi le sujet du nouveau gouvernement, le gouvernement que certains qualifient de mauvais gouvernement. En tout cas, l'anecdote qui semble avoir des informations sûres fait savoir que qu'il y a des tentacules donc au sein du Sénat, fait savoir que c'est un véritable gouvernement. C'est un vrai faux d'ailleurs, celui que l'on présente certains journaux. Donc selon l'anecdote, une copie du projet du remaniement ministériel devant être rendu public par le chef de l'État est donc en circulation depuis quelques jours. Les sources de l'anecdote révèlent que la copie en question aurait été jetée dehors par des proches collaborateurs du chef de l'État. Cette liste fait le tour des rédactions. Les noms des sortants et entrants du vrai faux gouvernement sont donc connus. Europe Plus, dans son style qu'on lui connaît, révèle d'ailleurs que c'est un gouvernement virtuel pour le bi-hebdomadaire. C'est une sorte de manœuvre de certains classiques du pouvoir pour prendre Paul Biya en otage. Une sorte donc de bataille de réseau, précise Europe Plus, lui qui a plusieurs fois, avec toutes les assurances, avait annoncé le remaniement du gouvernement au Cameroun. La question de la rentrée scolaire fait également le tour de la presse. Cette semaine, la nouvelle expression du 31 août a d'ailleurs relevé que lors du conseil de cabinet du mois dernier, le Premier ministre a ignoré la rentrée scolaire. Donc, selon le quotidien du Carrefour Bonacoma à Douala, le coût exorbitant des manuels scolaires, la fermeture de plus de 120 écoles primaires dans l'extrême nord, la délocalisation de dizaines d'établissements scolaires et secondaires notamment dans la même région préoccupe. Mais tout cela n'a pas été évoqué lors du conseil de cabinet tenu donc le mois dernier. Le messager, pour sa part, fait savoir que c'est donc la vraie galère chez les libraires du poteau qui faisait donc encore la fierté des parents, surtout dans l'échange des livres. Le quotidien Le Messager précise que c'est la multiplication des livres au programme qui menace d'ailleurs finalement ce secteur d'activité qui voit sa mort venir. Malgré tout ça, la nouvelle expression nous apprend qu'on rencontre quand même des enfants de 15 ans qui réussissent encore à décrocher le baccalauréat avec mention très bien, à l'âge de 15 ans notamment. Tchoumbe et Delima, élève donc au lycée de Japoma à Douala, est un exemple à suivre, souligne d'ailleurs la nouvelle expression. Le messager réveille d'ailleurs les démons et souligne que l'école primaire publique n'est toujours pas gratuite au Cameroun, 13 ans après le décret présidentiel qui l'institue. Pour le messager, tout cela reste un leurre. Les parents continuent donc de tout payer dans le primaire public. Mutation, pour sa part, assure que les établissements clandestins font également leur entrée. Selon Mutation, le ministre de l'Éducation de base et celui des enseignements secondaires ne semblent pas s'intéresser
à cette question, alors que les parents continuent donc de tomber sous le charme de ces établissements clandestins. Pourtant, ces clandestins devraient donc non seulement être connus avant leur entrée, mais également être fermés, même si le rédacteur de l'article fait savoir que ces établissements clandestins sont la chasse gardée de certains délégués régionaux et ministres des enseignements au Cameroun. Voilà l'essentiel de l'actualité traitée par la presse cette semaine. Merci à vous Flavien Vallon. Donc on va se retrouver dimanche prochain. Nous aurons certainement d'autres thématiques à l'ordre du jour. À dimanche prochain. À dimanche prochain, Flavien Vallon-Dongo, c'est donc le temps de vous présenter nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment de réflexion avec nous. Nous sommes avec Rodrigue Sofo. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci également d'avoir accepté cette invitation. Vous vous intéressez beaucoup à la communication. La communication, vous pensez qu'il y en a? On a beaucoup parlé cette semaine des cas qu'il y a eu, que ce soit notamment à Yaoundé, où la communauté urbaine continue de sévir, dans les quartiers comme Tinga et Lobi, alors que la presse interroge même encore sur les anciens sites comme Taba et Teta qui ont été déguerpis et qui sont désormais des forêts. Comment vous percevez la problématique autour des casses dans nos villes? Je pense qu'il y a une vraie problématique de suivi et de mise en œuvre d'un ensemble d'engagements et de process entamés dans ce pays. C'est valable avec les politiques urbaines, c'est valable avec les autres, où les projets qui devraient normalement être implémentés sur des sites objets des casses ne prennent du temps à se mettre en route et donnent après l'impression d'une plus grosse préoccupation des autorités qui nous gouvernent à créer des frustrations qu'à résoudre des problèmes qui devaient suivre les frustrations causées. C'est-à-dire que c'est plus facile au Cameroun désormais de jeter les gens dans la rue que de construire des infrastructures qui devaient permettre d'offrir à ces personnes-là des logements plus sains et plus sécurisés et plus humains. Très bien. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous disons également bonjour à Aristide Guegam, qui est journaliste. Bonjour Aristide. Bonjour Sandrine, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Et surtout de droits de réponse. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Cette semaine, l'actualité sur l'absence ou le report des vols à la Cameco nous intéresse. Le quotidien Le Jour qui a traité de cette information nous apprend qu'il y a des passagers qui étaient aux abois, on parlait des douzaines d'ailleurs, qui ont vu leur vol soit reporté, soit pour quelques-uns être annulé. Et la Cameroun Airlines Corporation qui a toujours un peu de mal à expliquer ce qu'il en est exactement. Mais écoutez, le quotidien, Le Jour est même modeste en disant qu'il n'y a qu'une douzaine de passagers. Ils étaient pratiquement plus d'une soixantaine dans tous les cas. C'est-à-dire, Le Jour a bien parlé de dizaines de personnes. D'accord, ok. Dans tous les cas, il y avait des passagers qui n'arrivaient pas à voyager. Il faut comprendre le problème il faut prendre déjà le problème à la source. La source du problème, c'est quoi? Vous savez, la flotte de Cameco a 3 avions. C'est-à-dire, vous avez le Dia qui est un 767 et 2 737. Et du coup, il se trouve que malheureusement, le Dia est tombé en panne il y a quelques semaines et elle est en réparation. Donc, vous comprenez que avec 3 avions, lorsque vous avez 3 avions, une quinzaine d'escales, et du coup, lorsqu'un avion tombe en panne, tous les programmes changent. Donc, c'est la situation que, malheureusement, le team manager de Cameco a vécu la semaine dernière. Mais la source même, la véritable cause qu'il faudrait interroger ici, c'est quoi? C'est que pourquoi il n'y a pas d'avion? Vous savez qu'on nous a annoncé en grande pompe de publicité que l'État, c'est-à-dire le Cameco, cautionné par l'État, avec obtenu un prêt de 25 milliards auprès des banques camerounaises. Et de nos jours, beaucoup de gens, y compris moi-même, nous sommes interrogés en tant que journalistes, où sont passés les 25 milliards sur lesquels Jean-Paul Nana Sando comptait pour acheter des avions afin de desservir les différentes escales de Cameco. Aujourd'hui, la vérité, c'est ce qu'il faut dire, c'est que les 25 milliards ne se trouvent pas dans la trésorerie de Cameco. C'est-à-dire l'État du Cameroun, c'est-à-dire sous la pression d'un certain nombre de personnes qui n'en voulaient pas déjà, qui ne voulaient pas de ces 25 milliards. Pour mémoire et pour rappel de journalistes, vous savez, en février dernier, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Séraphin Magua Fouda, avait fait une note d'information au président de la République, lui demandant de ne pas attribuer les 25 milliards, à l'époque c'était 30 milliards de francs, que la Cameco demandait. Et par la suite, le René Ndong, qui est par ailleurs administrateur à Cameco,
Et le cadet de Séraphin Magua Fouda a aussi fait une autre note au président de la République lui demandant de créer une autre compagnie sous-régionale à côté de Cameco. Et par la suite, des sources concordantes, nous avons encore appris que le secrétaire général des services du Premier ministre, Lupo Motazé, a signé une convention avec les Canadiens pour la venue d'une compagnie sous-régionale au niveau du Cameroun. Vous comprenez qu'il y a un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État qui ne veulent pas manifestement le décollage de Cameco. Maintenant, vous avez, au niveau du ministère des Transports, vous avez des gens qui vous ont dit qu'on nous a donné 25 milliards. Et les Camerounais attendaient, et Jean-Paul Nassangou l'a dit, moi je l'ai suivi dans la presse, d'ici, nous sommes pratiquement en août, d'ici, selon son plan de relance, au mois de septembre, autant pour moi. Dans son plan de relance, nous devrions déjà avoir 10 avions en un jour. Mais les gens n'en parlent pas trop. Les gens ne parlent pas trop des 25 milliards. Les gens savent que Nana Sanjo a reçu les 25 milliards. Où sont passés dans les 25 milliards? Au niveau du ministère des Transports, on vous dit ceci, que non, l'État, le gouvernement du Cameroun a commis un audit, est en train de se préparer pour commettre un audit, afin de voir la situation financière exacte de Cameco, afin de libérer les 25 milliards. Vous savez qu'un audit, même pour les financiers, un audit, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 3 semaines. Ce qui est certain, ce que vous voulez dire, c'est qu'on prendra encore du temps, il y aura certainement des désagréments encore. Il y aura encore des désagréments. Pour les passagers. Ça voudrait dire ceci, pour me résumer, ça voudrait dire ceci, que si une autre situation comme celle qui est advenue la semaine dernière se présente, les passagers, malheureusement, souffriront encore. Donc, et de sources maintenant proches au niveau de Cameco, vous savez que le Hajj commence demain. Le Hajj commence demain. Et heureusement, les informations qui nous reviennent au niveau de Cameco, il y a le team manager a loué un avion pour transporter excusez-moi, les gens du Hajj, ainsi aussi pour transporter aussi, parce qu'il y a plein de passagers qui attendent pour transporter surtout les passagers long courrier. De toutes les façons, ça va être très compliqué encore les affaires de Cameco. On attend donc la suite pour en savoir davantage. Malheureusement, c'est ça. Et les passagers, quand vous suivez les passagers, ça grippe sur le team manager de Cameco. Alors que les vraies raisons... Peut-être pas d'autre chose, non, ils n'ont pas l'information. L'information, c'est que ceux qui bloquent le développement de Cameco sont à Yaoundé. Très bien. Ceux qui bloquent le développement de Cameco sont à Yaoundé. Ce n'est certainement pas le sujet à l'ordre du jour, Aristide. Merci donc à vous pour ces informations. Nous disons également bonjour à Jean-Claude Tulin, qui est militant du RDPC. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox et surtout les téléspectateurs de Droit de Réponse. Merci. En ce moment. Et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes militant, on l'a dit, du RDPC. Vous êtes dans la commune d'arrondissement de la 5e, qui vient d'accueillir son nouveau maire. Et on se prépare là-bas, de ce côté-là, les renouvellements des organes de base. Ça approche au sein du RDPC. C'est pas que ça approche, la presse est déjà étalage de ce qu'il y a déjà certaines personnes, certains cadres du parti qui essaient tant bien que mal de positionner leur poulain, avec déjà la problématique autour des placements des cartes, on n'y reviendra pas. Mais on sait que ça commence à être des messes de minuit au sein du RDPC. Si vous pouvez appeler ça ainsi, mais moi je sais que je suis candidat et que ma candidature est l'accomplissement, si vous voulez, intellectuel d'un engagement politique qui date de plus de 30 ans, n'est-ce pas? Et je pense que les militants qui m'ont demandé de mettre ma candidature pensent et ils sont convaincus que mon engagement, qui est un engagement patriotique, qui est un engagement loyal, fidèle, peut me permettre, n'est-ce pas, de faire la politique autrement. Très bien. Et de défendre l'idée de démocratie, l'idée de liberté, et faire en sorte que le parti avance dans l'arrondissement et que nous puissions, ne serait-ce que pour 2018, passer de l'appel du peuple à l'exigence du peuple. Très bien. Pour ce qui concerne notre président national,
Merci. Voilà. Merci donc à vous, Jean Couetulin. Nous espérons peut-être pouvoir recevoir sur ce plateau l'ancien bâtonnier, Maître Charles Tchongam. Nous espérons qu'il pourra nous retrouver dans ce studio. Nous commençons donc cette édition, bref, les débats qui vont davantage tourner autour des attentats suicides, les plus récents, enregistrés dans l'extrême nord Cameroun. Et vous direz, Rodrigue Sofo, que la presse a été surprise par cet attentat, ne s'y attendait pas? La presse n'est pas l'état-major de l'armée. La presse rend compte de l'actualité, des faits qui se déroulent, et elle en rend compte au fur et à mesure que cette actualité se présente. S'il y a surprise, c'est peut-être du côté de l'état-major de l'armée ou des autorités de la préfectorale qui ont mis en place un ensemble de mesures qu'on avait espéré. Que toutes les humiliations. Mais pourquoi devrait-il être surpris s'il y a des mesures de sécurité qu'on avait espéré contenir sur cette guerre? Je pense les autorités, le discours officiel a suffisamment insisté dessus. C'est pas une guerre conventionnelle d'armée contre armée, c'est une guerre davantage diffuse, on l'appelle asymétrique. Dans laquelle l'ennemi n'est pas identifiable de manière distincte, et donc qui donne la possibilité qu'il y ait ce type d'attaques surprises qui se produisent et qui vont continuer à se produire jusqu'à ce que cette guerre soit totalement achevée. Donc après, est-ce que d'un point de vue de gestion locale, civile de la situation de guerre, il n'y a pas autre chose à faire, il n'y a pas d'autres solutions à proposer et à imaginer pour éviter que la durée de la guerre ne devienne une vraie hypothèque pour l'existence même dans ce pays. Parce que les premières mesures qui ont été prises ont été celles, je parlais des frustrations tout à l'heure, celles qui consistent à humilier les gens dans des fouilles au corps, à fermer les commerces, et à restreindre de gros territoires de liberté. Ça s'est fait sur le plan juridique avec la loi antiterroriste qui interdit d'ailleurs de dire ce que je suis en train de dire. Vous parlez des frustrations lorsqu'il y a des fouilles. Est-ce que les populations n'ont peut-être pas été suffisamment sensibilisées de ce que l'actualité sécuritaire veut, que tout le monde prenne quand même un peu garde et attention? Je pense, je ne suis pas expert militaire, je pense peut-être que la stratégie militaire contre Boko Haram donne les résultats qui étaient escomptés, mais je pense qu'il y a un gros manque dans la stratégie, réputation, communication, information et même propagande dans cette guerre. Parce que le chef d'état-major de l'armée nigériane a un compte Twitter. Il est suivi et il réagit chaque instant sur des nouvelles actualités, des nouveaux développements dans la guerre. Au Tchad, il y a des conférences et des points de presse réguliers qui sont faits par les responsables au premier plan de la guerre. Au Cameroun, on n'a pas de stratégie. J'ai appris il y a quelques jours que le ministre camerounais de la Défense se vante de n'avoir pas de compte Facebook. Donc, aujourd'hui, pour avoir des informations sur les attentats à Kirawa, j'ai dû lire le compte d'un journaliste sur Facebook qui devient la voix officielle parce que l'armée camerounaise, l'État du Cameroun, n'a pas sur les réseaux sociaux qui sont devenus la principale plateforme de communication instantanée, ils n'ont pas un ensemble de dispositifs, une équipe qui permet en temps réel de rassurer les gens, de passer les messages qu'on souhaite passer et de retarder la diffusion de ceux qui sont gênants pour la stratégie militaire ou politique de cette guerre. Je ne vois pas cela. Je vois que même sur les mainstream médias, les médias classiques traditionnels, il n'y a pas une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'il y a les attentats à Kirawa, c'est le lendemain que le ministre de la Communication, après qu'il y ait eu dans le processus un ensemble de briefings, de réunions avec l'état-major, avec le ministère de la Défense, des validations au premier ministère, à la présidence, qui vient prendre la parole pour nous dire le discours officiel. Mais il intervient trop tard, c'est-à-dire que quand le ministre de la Communication prend la parole, en fait, l'information est vieille, elle est périmée, parce que tout le monde l'a déjà
avec toutes les erreurs, les déformations qui a dû avoir à l'intérieur. Donc ce que je pense, c'est qu'on n'a pas, on est en guerre, donc on est en crise. Dans mon métier, chez les relations publiques, dès qu'il y a une crise, la première chose qu'on fait, on met en place un comité de crise et la première personne qu'on désigne, c'est un porte-parole. C'est la personne qui doit à chaque instant donner l'information qui est avérée sur la question. Dans la guerre contre Boko Haram, on a changé la tête de proue de la communication militaire a été remplacée et depuis que le colonel Badiek a été remplacé, on ne voit personne. On n'a pas de porte-parole. Il n'y a personne vers qui les journalistes peuvent officiellement se diriger pour dire j'ai appris qu'il y a eu attentat à Kéroa, c'est combien de morts? Et qui disent votre chiffre, il y a eu la guerre de chiffres dans la revue de la presse tout à l'heure, votre chiffre il n'est pas exact parce qu'en fait c'est pas 30, c'est pas 50, c'est 20. Et là qu'on dise officiellement, de source officielle, c'est 20. C'est telle personne qui l'a dit et tout le monde sait que cette personne a autorité pour parler au nom de l'État du Cameroun et des troupes engagées dans cette guerre. Et donc Aristide, on peut donc comprendre avec Rodrigue Sofo que la presse, elle ses chiffres et que plus tard le ministre de la Communication qui effectue une sortie qui n'est pas relayée par la presse en ce moment-là, qui a certainement bouclé, qu'on ait un autre chiffre, puisqu'on a bien perçu que dans la presse, tout le monde tourne autour de 30 morts, mais le ministre de la Communication fait état d'une vingtaine de morts. Alors Rodrigue Sofo parle d'un problème de communication. Ben, écoutez, je ne suis pas surpris que le ministre ne soit pas précis dans les chiffres. Vous savez, entre le reporter qui va sur les lieux et qui constate les faits, il a ses chiffres. Maintenant, Rodrigue a cité toute une batterie, c'est-à-dire l'état-major sur place, le secteur militaire qui rassasse les chiffres et qui l'envoie au niveau de l'état-major de Yaoundé et qui transite par la primature, ainsi de suite par la présidence, afin de donner l'autorisation au ministère de la Communication de publier les chiffres. Mais entre-temps, il y a des gens qui vont encore mourir. C'est-à-dire, un attentat, c'est quoi? Dans la guerre, lorsqu'il y a un attentat, il y a des blessés graves. Il y a des blessés graves. Non, je pense que faire un débat sur les chiffres, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce qu'à l'instant même, moi, par exemple, j'ai un reporter là-bas qui s'y est rendu. Lui-même, il n'avait pas la latitude de dire exactement le nombre de morts. Il n'a pas pu me donner exactement le nombre de morts. Pourtant, il était à l'infirmerie militaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, lui, il oscillait dans les 33, 34, 32, 33, 34. Il ne faut pas totalement en vouloir le ministre de la Communication qui a dit une vingtaine de morts. Parce qu'il faut pas, vous ne pouvez pas être précis. Vous ne pouvez pas être précis. Oui, mais dans les attentats récents, les chiffres exacts ont été... Oui, les chiffres, je vous ai dit, lorsqu'il y a des blessés graves, vous pouvez transporter quelqu'un, il est dans un coma. Arrivé à l'hôpital, il décède. Les gens meurent tout le temps. Donc ça veut dire que les chiffres sont quand même légèrement plus élevés que celui le ministre, moi je pense que le ministre, le ministre est prudent. Mais là où je vais rejoindre... Là où je vais les outils pour avoir les chiffres, c'est le ministre quand même. Je dis, non, et pas oui. Je vous le conseille, Rodrigue. Mais je voudrais dire une chose, et là où je rejoins Rodrigue, c'est que nous faisons au Cameroun une communication sur la défensive. C'est-à-dire, le fait est là, la presse publie des informations, et par la suite le ministre de la Communication, ou alors les autorités gouvernementales réagissent. Or, en principe, il devrait avoir un pôle communication au niveau de l'état-major de l'extrême nord. C'est-à-dire, dans tous les cas, dans tous les états-majors, il y a un chef de bureau communication. Je pense que le gouvernement du Cameroun, ou alors le ministre de la Défense, devrait donner la latitude à celui-là de communiquer directement avec les journalistes. Je pense. C'est mon avis dans tous les cas. Je dis je pense. Parce que attendre que l'information transite au niveau de l'état-major de Yaoundé, du ministère de la Défense, afin de l'envoyer au ministère de la Communication, il y a le processus est long. Alors que je vous dis dans tous les états-majors, dans tous les secteurs militaires, il y a un chef de bureau de communication. Les gens ne le savent pas. Ça existe même au niveau de la délégation générale de la sécurité nationale, que ce soit au niveau de la DGRE. C'est des outils, c'est des structures qui existent, mais que l'État ou alors le ministère de la Défense n'utilise pas beaucoup. Il ne faut pas forcément attendre
Il ne faut pas forcément attendre que le colonel Badjet s'exprime directement, puisqu'il est le chef de la division de la communication et des relations publiques au niveau du ministère de la Défense. Je pense qu'il faut contextualiser, pas déplacer totalement l'état-major au niveau de Yaoundé, mais l'opération se déroule à Maroua. L'opération se déroule dans la région de l'extrême nord. Donc, vous estimez qu'on directement à l'extrême nord, directement au niveau de l'extrême nord, on devrait avoir des réactions avant d'attendre un éclairci total au niveau de Yaoundé. Alors, Jean-Claude Tulin, de toutes les façons, il y a eu un attentat suicide, il y a eu des morts. C'était le cas que ce soit à Fotokol, que ce soit à Maroua. Et le ministre de la Communication, dans sa sortie, fait bien savoir qu'il y a eu des semaines, environ 5 semaines d'accalmie. Qu'est-ce qui pour vous aurait suscité, ou encore cette nouvelle attaque de Boko Haram? Je voudrais tout d'abord adresser aux populations de l'extrême nord, exprimer mes condoléances à ces familles éprouvées et dire également que nous n'allons pas venir sur ce plateau faire la guerre de la communication. La guerre de la communication n'aura pas lieu. J'ai entendu notre confrère parler de guerre asymétrique. Donc si nous avons affaire à une guerre asymétrique, vous savez que cette guerre-là, c'est une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle, elle n'est même pas une guerre révolutionnaire, elle n'est même pas une guérilla. Donc, même dans les écoles de guerre aujourd'hui, on enseigne, les géostratèges enseignent comment fonctionner avec ce genre de nébuleuse. Et en rebondissant sur ce que vous venez de me poser comme question, je voudrais dire ceci. Lorsque vous parlez du porte-parole du gouvernement, quand le porte-parole du gouvernement intervient à la télévision pour communiquer par rapport à un acte qui s'est posé dans la République, ça suppose qu'il engage la responsabilité de l'État du Cameroun. Maintenant, si vous avez d'autres informations, ces informations-là, ça peut être des informations virtuelles. Parce que là, nous nageons en pleine fiction. Parce que ça ne dépend pas. Vous permettez, vous-même, vous avez dit que au sein de l'armée, il y a des pôles de communication, il y a des postes de communication. Ça suppose que ces communications-là parviennent au porte-parole du gouvernement de manière instantanée. Et comme nous sommes dans une guerre asymétrique, le gouvernement a une stratégie de communication. Parce que ceux qui on est au 21e siècle, le 21e, vraiment, on n'est pas au 19e siècle. Non, il ne s'agit pas du 21e siècle. Il s'agit de dire que le gouvernement de la République fait ce qu'il peut faire et qu'il juge nécessaire pour protéger le peuple camerounais. Et si d'aventure, le ministre de la Communication devrait communiquer de la manière dont il le fait aujourd'hui, je pense que le minimum de bon sens et le minimum d'honnêteté intellectuelle en ce qui concerne, que ce soit le journaliste camerounais ou que ce soit un citoyen camerounais, c'est d'être en phase avec la République qui, en ce moment, est blessée, qui est attaquée, qui est, si vous voulez, poignardée dans le dos. Et je ne peux pas, sur ce plateau, cautionner ce genre de critiques qui tend plus ou moins à affaiblir l'autorité de l'État. Et je ne suis pas d'accord. Jean-Claude, on ne va pas vous autoriser. Non, Jean-Claude, on ne vous autorise pas de nous faire le procès en patriotisme. On ne vous autorise pas parce que le patriotisme exige également de la part de ceux qui sont dans la patrie, qu'ils comprennent, qu'ils se fassent comprendre les actes et les positions de leurs gouvernants. Nous ne ferons pas ce procès. Je vous parle, Jean-Claude, excusez-moi, on n'est pas dans la politique. On est dans la propagande et la stratégie de guerre. Et ça, c'est mon métier. La première chose que tous les pays ont fait, toutes les armées ont fait, quand une situation pareille se pose, c'est qu'ils ont mis en place une équipe. Cette équipe a identifié dans ce qui existe comme rédaction, comme média, ceux qui sont chargés de traiter de ce type d'informations, qui traitent souvent de ce type de sujet. Et ces équipes, le temps que le ministre de la Communication fasse le décompte et le recoupage et les autorisations sur ces chiffres, ces équipes contactent les journalistes pour leur dire effectivement il y a eu un attentat à Kerawa, donnez-nous 30 minutes, au bout de 30 minutes on aura une déclaration officielle. Si cette démarche avait existé,
aucun journaliste dans n'aurait publié des chiffres. Les journalistes auraient attendu. Lorsque vous anticipez, Jean, que vous tenez l'information, pour pouvoir donner l'information qui se valait. La dernière chose que je voulais dire, sortie de là, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour vous ramener à une époque qui vous correspond, le passé, le plus que passé l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée nazie allemande avait un stratège de la propagande qui s'appelait le docteur Goebbels. L'armée américaine, conventionnelle. je continue. L'armée américaine avait un stratège qui s'appelait Edward Bennett, qui est l'inventeur moderne de mon industrie, et chacun d'eux a travaillé dans son territoire, selon l'objectif qui était poursuivi, à donner au peuple, à la population, les informations qui étaient utiles pour soutenir l'armée, pour financer l'engagement militaire et pour faire un ensemble de choses. Est-ce que les circonstances sont les mêmes? J'ai parlé de la période qui correspond à lui. Aujourd'hui, dans notre période, excusez-moi, le minimum, en dehors des choses classiques qui sont faites par tout le monde, et même le Tchad l'a fait, en dehors de ces éléments classiques, le minimum, c'est de définir une stratégie réseau social pour la guerre contre Boko Haram. C'est d'ouvrir des comptes Facebook, Twitter, Instagram et autres de l'armée camerounaise, de l'État camerounais, à partir desquels l'information officielle est délivrée en temps réel. C'est d'avoir une équipe de community managers qui sont sur tous les réseaux sociaux et qui traquent les requêtes d'information, qui essayent de corriger chaque fois qu'il y a des erreurs et qui permettent qu'on ait une ligne unique. C'est d'avoir des briefings quotidiens avec des gens sur le terrain. Je suis d'accord avec lui. Le porte-parole du Cameroun dans cette guerre devrait se trouver dans la zone de conflit. C'est à partir de la zone de conflit qu'il devrait périodiquement organiser ses briefings avec la presse. C'est à partir de la zone de conflit qu'il devrait relever l'ensemble d'informations. Est-ce que vous estimez que le ministre de la Communication, qui en même temps doit aller gérer les problèmes d'Afrique des finances, de telle radio et de télé, il a toute la concentration pour répondre à temps réel au problème d'une communication de guerre? J'ai parlé d'une communication de guerre. Allez donc expliquer aux familles éprouvées que vous allez faire une communication spectacle au moment où ils sont... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Quand vous parlez, je vous ai écouté religieusement. Chaque pays a sa méthode, chaque pays, chaque peuple a sa méthode. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que vous n'êtes pas devant pour dire et affirmer de manière absolue que le gouvernement de la République n'a pas mis en place une stratégie de communication et qu'il n'y a pas de pôle de communication et qu'on ne fait pas des briefings. Les effets sont là. Permettez, mais les effets, mais le Cameroun ne se limite pas à votre petit nombril, hein. Les effets sont là. Désolé, ils sont constatés par tous. Mais constatés par tous. Mais attendez, à partir du moment où le ministre a communiqué, le porte-parole du gouvernement a communiqué sur cette affaire. Et j'estime que lorsqu'il a communiqué, c'est terminé pour moi. Je prends ce qu'il a dit. Très bien. Alors, voilà. Justement, pour revenir à ce que le ministre de la Communication a dit, Jean Cotulin, est-ce que la garde avait quelque peu baissé au niveau de l'extrême nord Cameroun, puisqu'il y avait eu accalmie, puisqu'on avait plus... Non, vous savez... Est-ce qu'on peut se demander si la garde avait baissé? Est-ce que les mesures de sécurité qui avaient été prises par les autorités administratives là-bas continuent d'être implémentées? Non, ils l'ont dit eux-mêmes tout à l'heure que nous avons affaire à une guerre asymétrique. Vous savez, c'est le fanatisme religieux, excusez-moi du peu. Ça, c'est le fanatisme religieux. Et cette guerre est faite par des fanatiques. C'est l'ennemi invisible. L'ennemi a plusieurs visages. Vous ne pouvez pas venir là tout de suite dire que il faut prévoir. On ne peut pas. C'est pour ça que les fouilles sont opérées systématiquement. C'est pour cette raison qu'on demande aux populations d'être vigilants. C'est pour ça qu'on en appelle à la vigilance accrue et qu'on demande aux populations de dénoncer tout mouvement suspect, quel qu'il soit, même si c'est chez votre voisin, vous devez immédiatement saisir les autorités pour leur donner l'information. Ça suppose donc qu'en réalité, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va pouvoir prévoir que ça va se passer tel jour à telle heure. Mais il faut être tout le temps
sur le qui-vive. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, est-ce que les auteurs, Aristide, de cette attaque souhaitent passer, est-ce qu'il y a un message qu'ils souhaitent passer? On est quand même à la rentrée scolaire. Vous direz que c'est une coïncidence qu'il faut faire avec parce que c'est une guerre, on l'a dit tout à l'heure, asymétrique. Malheureusement, je ne suis pas dans leur équipe pour vous dire que ça a été c'est une coïncidence avec la rentrée scolaire. Mais ce que je voudrais relever ici, et que beaucoup de gens ne parlent pas, c'est que le Cameroun, pour revenir un peu sur la communication, quand vous suivez Issa Tiroma Bakari, il vous dit, ne baissez pas les bras, l'ennemi est à son dernier retranchement. C'est-à-dire, l'ennemi a acculé, c'est pour ça qu'il réagit autrement. Vous voyez, la communication que le ministre voudrait faire passer dans l'opinion. Le ministre est en train de dire que nous contrôlons la situation, nous les avons bien terrorisés, c'est pour ça qu'ils utilisent d'autres moyens pour nous fragiliser. Non mais attention. Heureusement que la presse ne l'a pas suffisamment relevé. Je reviens un peu il y a 1 an, 2 ans, quand cette histoire avait véritablement commencé. Mais on a accusé tout le monde au Cameroun. Il y a des gens qui sont en détention préventive ici, qui sont soupçonnés d'être des Boko Haram. Vous avez un gars comme Maître Harissou, qui est aujourd'hui en détention. Ça a été relayé dans la presse. Vous avez Aboubakar Sidiki, qu'on a accusé de connivence avec Maître Harissou, d'être de connivence, ou alors d'être, entre guillemets, proche des auteurs des frappes au niveau de l'extrême nord. Vous avez Marafa Amidou Yaya, qui est en détention. Oui, mais est-ce qu'on pourrait voir facilement le lien? Parce que s'il faut parler de lien, s'il faut revenir un an. Je vais le rappeler parce que les Camerounais, ceux qui ont communiqué, c'est pour vous dire que nos gouvernants, ou alors un certain nombre de hauts commis de l'État, ont passé au sein de l'opinion une communication voulue pour dire voici la cause de Boko Haram. Mais curieusement, ils ont déchanté. Parce que vous savez, lorsque vous mentez, vous travaillez avec un patron, vous passez le temps à mentir à votre patron, en disant vous fautez, c'est-à-dire vous commettez une faute, vous dites au patron, c'est Rodrigue Sofo qui est la cause du désastre qui sévit aujourd'hui. Mais curieusement, vous avez la malchance que ce désastre continue. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun. La vérité, c'est qu'on a dit au président Biya que les causes étaient ailleurs. Mais curieusement, Boko Haram a continué à frapper. De nos jours, nos gouvernants sont incapables d'expliquer concrètement ce qui se passe à l'extrême nord. Vous vous souvenez que le vice-premier ministre Amadou Ali a été lui-même lynché pratiquement dans la presse. Vous avez des gens qui étaient au fait de la libération des otages, comme le député Abba Mala, a été lynché dans la presse parce qu'on l'a accusé d'être de connivence avec Boko. C'était une communication qui était voulue. C'est bien qu'il allait en négociation avec... Il allait en négociation, qui l'avait mandaté pour aller en négociation. C'est le gouvernement de la République qui l'avait mandaté pour aller aux négociations. Mais les gens dans la presse ont passé le message selon lequel ce monsieur était de connivence avec les ravisseurs ou alors les gens de Boko Haram. C'est des communications qui ont été voulues. Très bien. C'est des communications qui ont été voulues. Malheureusement aujourd'hui, les faits sont là. Il y a des gens qui sont toujours en détention préventive, mais Boko Haram continue de frapper. Très bien. Avant Rodrigue Sofo. Je voudrais vous dire ceci. Le terrorisme islamique est, si vous voulez, une déviation de la religion musulmane. Et je voudrais vous dire que les fondements de ce fanatisme s'est développé au Moyen-Orient sous la forme du wahhabisme, tout le monde le sait. Et ils l'ont importé au Nigeria à cause de la porosité de nos frontières et la proximité, si vous voulez, la fraternité des peuples. Ils ont franchi nos frontières et ils opèrent en ce moment dans l'extrême nord. Full, et c'est tout. Maintenant, si vous voulez aller chercher des responsables dans votre imagination, non, ça c'est je vous ai dit votre joie. Ne venez pas sur ce plateau commencer à jeter. Quand vous faites la diversion. Attendez. Où est le rapport entre Boko Haram et ces personnalités que vous venez de citer? Où est le rapport? Où est le rapport? Avez-vous une certitude ou bien est-ce que l'enquête a déterminé avec certitude leur
degré d'implication dans cette affaire, vous n'en savez absolument rien. Alors, pourquoi est-ce que... non, attendez. Il ne faut pas... Ne venez pas sur un plateau parce que nous sommes sur un plateau. Vous n'avez pas compris. Mais j'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous n'avez rien compris. Vous dites que le gouvernement de la République fait de la manipulation. Ça suppose que le gouvernement a une petite boîte avec la clé de la manipulation. De temps en temps, le gouvernement ouvre que ça l'amuse et puis il distille ça dans le public et on manipule le petit peuple camerounais en leur faisant avaler du n'importe quoi. Jean-Claude, excusez-moi. Je voudrais Vous dites que quoi? Vous dites que quoi? Pour aller dans le secret du gouvernement, c'est qu'on sait, ce qui existe, c'est public. C'est public. On appelle public record, c'est sur la place. Oui. Vous considérez le président de l'Assemblée nationale camerounaise comme une personne de digne qui incarne l'État? Bien sûr. Vous le considérez, c'est un membre de votre parti? Bien sûr. C'est la troisième personnalité de l'État. Tout à fait. Il a déclaré à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, est-ce que je peux finir? C'est-à-dire, Boko Haram est parmi tous les nous. Camerounais réunis à travers ceux à qui ils ont donné la possibilité d'aller voter la loi en leur nom. Il a déclaré que Boko Haram c'était des Camerounais. Après lui, le gouvernement, à travers son porte-parole du gouvernement, et je souhaitais qu'on fasse la différence dessus, parce que le gouvernement n'est pas lui seul l'État. C'est-à-dire que si le gouvernement a une position, que le Parlement a une autre qui n'est pas exactement la même, et que la justice a une autre, ces trois positions contribuent à former la position de l'État du Cameroun, qui est les trois réunis. Donc, après, le gouvernement a donné une position, une impression que non, en fait, le Parlement s'est trompé et qu'en fait, c'était un ennemi qui était extérieur, c'était le wahhabisme avec tous les discours, toute l'histoire qu'il raconte pour se donner l'impression d'avoir de la consistance sans donner aux gens l'information qu'ils attendent. Parce que raconter l'histoire des migrations, du wahhabisme, de la religion musulmane, ça nous aide en rien. Ça nous aide à rien parce que Boko Haram, dans tout ce qu'il fait aujourd'hui, n'applique aucun précepte de l'islam. Jean-Claude Tulain, vous m'avez souvent vu. Jean-Claude Tulain, je m'habille en costume et en cravate pour travailler. Mais parce qu'un membre, un responsable administratif camerounais a décidé que pour combattre Boko Haram, il fallait plus mettre des pagnes. J'ai mis un pagne pour venir sur ce plateau. Pour expliquer que la Boko Haram, c'est pas le pagne. Boko Haram, c'est pas l'islam. Boko Haram, c'est pas le christianisme. Boko Haram, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de faire du business aussi grâce au soutien de l'argent que nous avons versé pour libérer des otages. Alors, juste une préoccupation. Vous le savez, le Boko Haram, tel qu'on le dit, ou bien les attentats suicides sont survenus quelques heures après qu'il y avait un émissaire, un cadre de l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a dit que son soutien apportait, que son pays apportait tout son soutien au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Il a d'ailleurs déclaré que la tête d'Aboubacar Shekau mise à prix pour un peu plus de 7 millions de dollars et tout cela. Tous ces pays qui sont finalement engagés dans cette lutte contre Boko Haram, qu'est-ce qui pose problème en ce moment précis? Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, la commission du bassin du lac Tchad s'est réunie. 8750 hommes sont prévus pour sécuriser, pour mettre fin à la guerre contre Boko Haram. Beaucoup de mesures, vous direz, la force mixte multinationale. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi le Cameroun continue d'enregistrer ces attentats suicides? Parmi ce que vous citez quand même, il y a aussi un prochain sommet qui est prévu dans les prochains jours à nouveau à Paris pour décider ce qu'on va faire entre nous en Afrique centrale pour régler le problème de la guerre contre Boko Haram. Je pense que le Cameroun n'a pas le monopole et l'exclusivité des attaques. Hein. C'est chaque jour que Boko Haram fait des morts en dizaines et en centaines au Nigeria. Je dis depuis en 10 ans, il y en a eu, ils ont fait 5 millions de déplacés au Nigeria. Avec des morts qui se chiffrent quand même en centaines de milliers. Donc c'est pas le monopole, c'est pas que chez nous que ça se déroule dans toute la zone qui est concernée par cette
nébuleuse pour emprunter au code langagier de Jean-Claude Tulain et de son gouvernement. Parce que ce n'est pas une nébuleuse, après, il faut voir ce qu'on met. Cher ami, ce qu'on met dans la nébuleuse, il faut trouver. Je veux simplement dire qu'on a un groupe qui n'est pas identifié, qui agit d'une certaine façon. Les jeunes filles, 13, 14, 15 ans, qui se font exploser cette semaine à Kéroua, on ne peut pas dire que c'était des musulmans, des fanatiques religieuses qui ont pris l'engagement par elles-mêmes d'aller se faire exploser. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitation dans l'analyse de la situation. C'est-à-dire, on a annoncé très vite des hypothèses sans avoir eu le temps de la réflexion pour valider les hypothèses majeures et en exclure d'autres. Et donc au fur et à mesure du déroulement de la guerre, je pense que les hypothèses sont en train d'être affinées aussi bien au niveau militaire qu'ailleurs. Mais comme au niveau du discours, on avait annoncé les hypothèses qui étaient fausses, on a de la peine aujourd'hui à corriger ces hypothèses. Et quand je disais tout à l'heure, il faut une stratégie politique dans la guerre contre Boko Haram. Pourquoi le Parlement, le gouvernement, l'opposition n'ont pas un discours qui soit cohérent? Parce que l'État, et c'est de sa responsabilité, n'a pas réuni les responsables politiques pour échanger avec ces responsables sur cette guerre, sur ses implications et sur les attentes de l'État vis-à-vis de chacun d'entre eux. Et vraiment, c'est juste une parenthèse pour en sortir. Nous avons eu la guerre de Bakassi au Cameroun. À l'époque, le gouvernement, il ne fait pas du mal, il fait souvent de bonnes choses. Le gouvernement, à l'époque, avait pris l'initiative d'inviter à une réunion tous les directeurs de publication des organes qui comptaient au Cameroun et d'échanger avec eux sur le danger qui pesait sur le Cameroun, sur les attentes de l'État par rapport aux médias et de recevoir des médias leurs exigences en termes de transparence et d'accès à l'information et aux sources. Le deal, il a été réussi. Vous avez vu, jusqu'à la fin de la guerre à Bakassi, on n'a pas eu de mauvaises sorties dans les médias, parce qu'il y avait eu ce travail en amont, Jean-Claude. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail en amont. On est dans ce que Achille Mbembe a payé le présentisme. On gère au jour le jour, à la minute. Ce qui arrive, on se conseille, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution et on va, parce que personne n'a plus confiance en rien. Très bien. On va sortir de ce sujet très rapidement avec vous, Aristide Gokam. Oui. Demain donc. Non, n'en déplaise à Jean-Claude et Rodrigue a dit une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire, le gouvernement du Cameroun est allé vite en besogne, oubliant les vraies causes de cette affaire. Vous vous souvenez que j'ai toujours l'habitude de le rappeler lorsque j'ai l'occasion. Un sous-préfet du Cameroun a démissionné parce qu'il se sentait en insécurité dans l'arrondissement de Ilela Alifa. Et tout ce que le gouvernement du Cameroun a trouvé de faire, c'est de le démissionner le lendemain pour banaliser la cause. Parce que ce monsieur avait dit qu'il était en insécurité là-bas. On n'a rien fait pour résoudre le problème. Dernièrement, il y a eu une attaque. On a attaqué la brigade au niveau de Pousseri, où on a éliminé nos compatriotes et d'autres prévenus qui s'y trouvaient. Ce que le gouvernement a pu faire, c'est de relever de ses fonctions le commandant de brigade, le commandant de compagnie, le collégion. A-t-on résolu le problème? Non, on n'a pas résolu le problème. Mais le message qu'on passe à l'opinion, c'est qu'on peut dire que ceux-là n'ont pas fait leur travail et que ceux qu'on vient de placer actuellement, c'est ceux-là qui feront le travail. C'est cette manière de faire qui ne marchera jamais au Cameroun. Il faut attaquer les problèmes à la source. Il y a un problème. J'entends sur tous les plateaux de télévision. Les gens viennent dire le renseignement ne fonctionne pas. Le renseignement fonctionne avec quoi? Le renseignement fonctionne avec de l'argent. Le renseignement fonctionne avec de l'argent. Vous avez des informations qui fusent depuis Yaoundé, qu'on a débloqué des montants d'argent pour faire circuler au sein des communautés via les chefs traditionnels. Vous avez des chefs traditionnels qui vous disent qu'ils n'ont rien reçu. Qui n'ont rien reçu. Des gens comme Jean-Claude Tulain viendront sur les plateaux de télévision dire qu'il faudrait que les gens soient patriotes. Alors qu'il y a de l'argent qui a été débloqué pour X. Mais si l'argent a été débloqué pour X, il faut donner ça aux gens pour qu'ils travaillent. Et dans ceux qui se trouvent dans la partie septentrionale, ça vient de quoi il est question? Ils savent exactement de quoi il est question. Rodrigue a dit une chose ici. Lorsque le président de l'Assemblée nationale dit Boko Haram est parmi nous, je vais dire une chose. Où sont passés les coupeurs de route? Où sont passés les coupeurs de route?
Vous me posez la question, oui. Je vous dirais que Jean-Claude Julien ne viendra jamais sur ce plateau pour créer la psychose de la peur. Ce n'est pas créer la psychose de la peur. Le patriotisme ne viendra jamais sur ce plateau pour créer la psychose de la peur. Si le patriotisme est la définition du patrimoine des populations, c'est impensable. De se taire, c'est faux, monsieur. Lorsqu'il y a... Non. Il ne faut pas encourager. Vous souhaitez qu'on crée la psychose de la peur. Vous êtes les adeptes de la psychose de la peur. Non, loin de là. Je vous propose de parler de choses, Aristide. Il faut rassurer les Camerounais. Mais on rassure, il faut rassurer. Donc votre discours ne rassure pas. Votre intervention ne rassure pas. Quel discours? Alors, il faut rassurer les Camerounais. Jean-Claude Julien a la parole à présent. Cher ami, je sais que vous êtes atteint, je sais que vous êtes sensible à ce qui se passe dans notre pays, parce que vous êtes un Camerounais, vous êtes un patriote. Et quand ça touche le Cameroun, ça vous touche. Mais de là à dire que nous devons venir sur un plateau, tenir des discours alarmistes, donner l'impression, permettez s'il vous plaît, quand vous parliez, moi je vous ai écouté religieusement. Je n'ai jamais dit que la main... Donner l'impression que l'État du Cameroun ne fait absolument rien pour garantir ne serait-ce qu'un minimum de sécurité à son peuple, au moment où nous sommes agressés d'une manière lâche. Hein? Et l'ennemi, vous ne pouvez pas mettre le visage sur cet ennemi. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un bruiteur qui passe souvent à la télévision, dit que je m'appelle un tel, je vais faire ceci, moi c'est moi le chef de Boko Haram. Vous pensez bien. Quand un être humain arrive à façonner et à déformer le cerveau d'un autre être humain et à faire de cet être humain une bombe ambulante et qu'elle a explosé, ça veut dire qu'il y a un problème. Très bien. Et c'est sérieux ce problème-là. Je ne vous venez propose pas sur un plateau prendre ça comme si c'était... Non, il faut bien qu'on avance, on a beaucoup de choses encore à se dire. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je vous propose simplement d'avancer et d'évoquer cette liste, disons-le comme ça, cette liste présumée du gouvernement du Cameroun qui est en circulation. Le journal La Météo, l'Anecdote et même Europe Plus l'ont évoqué. Alors, Aristide de Cameroun, plus avant Rodrigue Sofo, est-ce qu'on peut reprocher à la presse plutôt d'aller un peu loin? Que peut-on dire de cette liste qui est en circulation, Rodrigue Sofo? Ça participe de quelque chose qui est vieux, comme la démocratie au Cameroun, comme le pluralisme au Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous étions dans la presse, il y a 15 ans, il y avait des listes, qui sortaient, il y avait ce type de choses. Ça participe simplement des stratégies un peu périmées. Des stratégies de qui? Des personnes qui sont en poste aujourd'hui. Parce que c'est connu, c'est une autorité publique au Cameroun, le chef de l'État, il est insondable. On ne sait jamais ni l'heure, ni le jour, à quel moment le gouvernement sera refait, ainsi de suite. Partout dans le monde, on sait qu'il y aura remaniement tel jour. Et ce jour-là, il y a un remaniement. Comment au ça? Cameroun, on le sait pas. Comment vous savez, par exemple, Rodrigue Sofo? Tout le monde savait, par exemple, que cette semaine, François Hollande, son gouvernement devait nommer ministre du Travail. Et ça s'est fait. Et ça c'était connu un mois avant. Parce que le précédent ministre du Travail quittait son poste de maire. Et un mois avant, on le savait, et il a fait ce remaniement, et il y a quelqu'un qui a été porté à cette position. C'est parce qu'il y a un gros secret au Cameroun, qu'après les gens essaient de jouer dessus. Sur autre chose, il y a un autre levier, le levier de percer le secret du chef. Parce que le chef, personne ne doit savoir ce qu'il pense, et donc chaque fois qu'on publie une liste, le chef se dit, ah, ces gars, ils sont au courant de ce que j'ai envie de faire. Et donc, il retarde, il repousse encore de quelques mois la formation de son gouvernement. Et c'est pour cette raison que depuis les élections, on a eu une recomposition de la carte politique en 2013. En 2013, après les législatives. Depuis 2013, on n'a pas de gouvernement. Parce qu'à chaque fois, vous verrez une liste sortie. Et à chaque fois, on reprolongera le bail de ceux qui sont là. Et sont eux, de mon point de vue, de mon strict point de vue, qui sont derrière ces listes-là. Et donc la presse accompagne, est-ce que la presse est quand même coupable d'accompagner ce type de manipulation de l'information, manipulation de l'opinion, Aristide? Mais Sandrine, c'est connu. Je suis très mal
je me sens un peu mal pour le dire, mais c'est connu, ça se fait. Ça se fait, pas forcément seulement au Cameroun, ça se fait, c'est des stratégies. J'attendais que Rodrigue, qui est un spécialiste du management stratégique de l'intelligence économique, aille en profondeur, mais il s'est arrêté quelque part. Ça fait partie des stratégies de lobbying. Ça fait partie des stratégies de lobbying. À qui profitent dans ces stratégies? À ceux qui sont en place et à ceux qui veulent entrer au gouvernement. C'est plus simple que ça. À ceux qui sont en place et à ceux qui veulent entrer. Il y a deux types de personnes qui voudraient bien voir leur nom. En fait, il y a ceux qui ne voudraient pas voir leur nom dans la liste, de peur d'être grillés, parce qu'ils sont préposés à entrer au gouvernement. Il y a ceux qui veulent, contrairement à ce que les gens pensent, il y a ceux qui sont contents que leur nom se retrouve dans la liste lorsqu'ils ne sont pas membres du gouvernement. Parce que ça voudrait dire que c'est des gens qui sont aptes à servir. Autre chose, quand je parle de lobbying, quand je parle de lobbying, et pour revenir sur un peu ce que... oui, mais Aristide, ma préoccupation est celle-ci. Pourquoi la presse se mêle-t-elle donc? Pourquoi elle se mêle de ces affaires de gouvernement? N'est-il pas le temps également pour la presse d'attendre simplement que le remaniement ait lieu et qu'elle en fasse écho? Je dis, cette opération n'est pas une... Quel est le rôle que joue la presse dans ce cas? Cette opération n'est pas différente d'une opération commerciale, que je vous le dise. C'est-à-dire, lorsque vous faites un lobbying, vous engagez des journalistes. Vous engagez des journalistes. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe. Et dans la presse, elle est payée peut-être par... Peut-être ici a de la peine à le dire pour les questions d'éthique, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. La presse, je voulais dire deux mots, s'il vous plaît. On va permettre à... Je voulais dire deux mots. Pour revenir, vous savez, Rodrigue l'a dit, en 2013, il y a eu des élections législatives. On attendait pratiquement au mois de décembre, autant pour moi, après la session de novembre, que le président sorte un gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Au 31 décembre, lors de son discours, qui était pratiquement sentencieux, où il avait critiqué l'inertie du gouvernement. Son gouvernement. Les gens ont dit, oh, s'il l'a fait, forcément dans les jours qui viennent, au trop tard, au 31 janvier, en mi-février. Pourquoi? En attendant, parce que cette date-là, il faut les scruter. Il faut les scruter. Il y a des spécialistes qui le font. C'est-à-dire, vous avez la période du 1er jusqu'au 31 qui sont consacrés totalement aux vœux. On vous dit, le président ne peut pas faire le remaniement là parce que c'est la période des vœux. Maintenant, le président va faire le remaniement avant mars. Parce qu'il y a, vous comprenez avec moi qu'il y a la session de mars à l'Assemblée nationale. Donc le président va forcément le faire. Lorsque mars est passé, on vous dit, le président va le faire maintenant avant la session de juin. Juin passe, vous vous retrouvez à attendre prochainement la session de novembre. Alors, et maintenant, pourquoi la liste aujourd'hui? Si vous avez remarqué dans la presse, les dates que j'ai citées, il y a toujours eu des listes. Aujourd'hui, pourquoi la liste? Peut-être, pourquoi la liste aujourd'hui? En tant que journaliste, pourquoi la liste aujourd'hui? Vous savez que le président s'est retiré à un moment. Et dans la tête... Qui est toujours en cours séjour privé? Oui, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et dans la tête d'un certain nombre de stratèges. Il se retire toujours. Oui, et dans la tête d'un certain nombre de stratèges, il faut le dire ici, et dans la tête d'un certain nombre de stratèges, les gens ont au fait de penser que, certainement, il s'est retiré au niveau de Baden-Baden pour concocter son gouvernement. Et lorsqu'il atterrissera ici, vous convenez avec moi que vous allez voir une autre liste. Sauf que le président se déplace chaque fois. Alors, autant de spéculations sur le gouvernement. Comment vous comprenez cela, Jean-Claude Tulin? Écoutez, je pense que tout politiste vous le dira. C'est une forme de gouvernement par embuscade, n'est-ce pas? Que certains commanditaires, s'il en existe, avec leur support médiatique, essayent de distiller dans l'opinion, soit pour discréditer certaines personnalités qui sont à la fois concurrents politiques, soit pour faire croire qu'ils peuvent, par ces manœuvres sourdines, ralentir ou freiner ou retarder un remaniement ministériel qui, au demeurant, pourrait être imminent, n'est-ce pas? Bon, mais cette forme de manipulation, s'il en existe, s'ils le font, et ils croient qu'ils le font sciemment, parce que à l'observance, on pense, et certains le croient d'ailleurs, il a indiqué,
que le président de la République n'aime pas gouverner avec la rue. Il ne gouverne pas à travers les miasmes de la rue, n'est-ce pas? Il ne gouverne pas avec la rumeur. Et on sait très bien que le président aime surprendre. Il n'aime pas que l'on lui dise ce qu'il doit faire. Et ça, c'est son style de gouvernance. N'en déplaise à notre ami Rodrigue. Donc, chaque homme politique a son style. Churchill avec le sien, vous voyez, Obama a le sien. Il ne va pas faire la guerre, mais il a réussi quand même à tuer l'ennemi numéro 1 des États-Unis en restant dans son cabinet à 5 h du matin, hein, à la Maison Blanche, et il a pu tuer celui que vous connaissez, Ben Laden. Donc chacun son style. Et il n'a pas pris les armes, il n'a pas déclaré la guerre en Afghanistan, il n'a pas déclaré la guerre en Irak, mais il est resté dans son bureau feutré et il a fait ce qu'il fallait faire. Et chacun son style. Et le style du président Paul Biya, c'est celui-là. Et Dieu seul sait, ça fait 30 ans que ça dure, et il ne va pas, après 30 ans, changer. Voilà ce que je peux dire de cette affaire. Alors, Rodrigue Soufou, je me suis quand même arrêté sur cette liste, et j'ai quand même pu remarquer un certain nombre de choses qui me paraissent quand même, vous me direz peut-être amusantes. Je vois par exemple au ministère de l'Éducation de base, Aminatou Aïdjo, au ministère de la Promotion de la Femme de la Famille, Amatou Toumouna, ou encore au ministère de la Communication, Edgar Alem Bengo. Ça en fait quand même trop. Moi, je continue toujours de m'interroger sur ce que gagne la presse en faisant passer de telles idées au sein de l'opinion. Alors, faut-il faire ou mettre en lumière les idées supposées de certains qui tireraient les ficelles dans l'ombre? Oui, bon, en fait, sur le casting, bon, il n'y a pas de profil type de ministre au Cameroun. Je veux dire que le renouveau nous l'a prouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise qu'un balayeur de personnalité peut partir d'ici et se retrouver là. Qui n'est pas noble se retrouve ministre. Je veux dire que les gens sortent de prison pour devenir ministre au Cameroun. Donc en termes de profil, il n'y a pas de surprise qu'on retrouve des noms à des postes ou à d'autres sur cette liste. Ce que je pense, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, on a un pays qui s'est bureaucratisé à l'extrême. Et donc, il y a une fixation sur le gouvernement parce que beaucoup de personnes sont convaincues que ce n'est qu'à travers des positions au gouvernement qu'ils peuvent se réaliser socialement, économiquement. Et donc, c'est pour cette raison que même avec un gouvernement qui ne se réunit pas, il n'y a pas de conseil de cabinet, il n'y a pas de conseil de ministre, il n'y a pas une vraie animation gouvernementale. Il y a pourtant eu un conseil de ministre il y a quelques semaines, environ 2 semaines. Oui, mais partout ailleurs, c'est tous les mercredis ou tous les jeudis. C'est connu, c'est-à-dire que chaque jour, il y a un jour précis dans la semaine où il y a une réunion où on débat d'un ensemble de questions, et la semaine d'après, on vient évaluer la mise en œuvre de ce qui avait été pris comme engagement la semaine d'avant, et on planifie des choses sur la semaine à venir. Ce type de management, il n'existe malheureusement pas encore, parce qu'il se fait au niveau ministériel, et il y a un suivi et un contrôle au niveau présidentiel. Et c'est cette impulsion présidentielle qui permet à la dynamique ministérielle de rester soutenue. Parce que je ne vous apprends rien, Sandrine, au Cameroun, toutes les réformes à caractère réglementaire ont besoin de l'approbation de la présidence de la République. Parce que l'exécutif se trouve à la présidence. Ce n'est pas pour autre chose. On n'est pas dans un régime parlementaire où le gouvernement est composé par le parti majoritaire au Parlement et où le président exerce d'autres fonctions, et dans un régime exécutif présidentiel fort, où tout doit avoir une validation au niveau de la présidence. Et donc si les réunions au niveau de la présidence ne se tiennent pas, ou se tiennent très rarement, oui monsieur, le dernier conseil de cabinet date il y a plus de 6 mois quand même. Non, je vous ai entendu dire les réunions. Vous n'avez pas dit les conseils. Vous dites les réunions ne se tiennent pas. C'est ce type de réunion, excusez-moi. C'est de ce type de réunion qu'on parle. Non, on parlait d'un type de réunion, monsieur. Oui, bon, excusez-moi. Si on veut parler des réunions pour dire que Aminatou Aïdjo viendra ou ne viendra pas, ces réunions se tiennent toutes les minutes à la présidence. S'il n'y a pas un mystère pour ça. Mais on parlait d'un type précis de réunion. Pourquoi vous focalisez sur un nom, monsieur? Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Aminata? Elle vous a fait. Le nom vient d'être cité. Qu'a-t-elle fait? Ce nom a été extraordinaire pour que vous
soyez en train d'avoir une fixation sur son nom. J'ai pas de fixation sur son nom. Mais son nom, je l'ai donné une seule fois. Sur un seul nom. Oh, parce que ce nom, je le trouve joli. Bon, j'ai pas le droit, Jean-Paul. Non, ça va. Je trouve ce nom joli. Allez-y, Rodrigue. Répondu. Donc, ce que je disais, c'est cette fixation-là, parce que des gens, il y a un ensemble de personnes aujourd'hui qui sont dans l'appareil et qui ont peur de l'arrivée de cette nouvelle-là, parce qu'ils ne comprennent pas si elle arrive et il n'y a pas un ensemble de contrôle suffisant sur elle, et donc il faut qu'on mette rapidement son nom dans les listes pour décourager le président au cas où il aurait songé à la mettre dans la liste, c'est tout. Alors, pour sortir de cette question, est-ce que la presse se rend compte de ce que c'est une dérive quand même? On se souvient qu'avec les précédentes listes, même si elles ne tournaient pas autour du gouvernement, ces listes de personnes qui étaient soupçonnées d'être homosexuels et tout, la presse avait, des journalistes avaient été accusés de diffamation. Pensez que ceux qui sont cités par la presse dans ces listes qui tournent autour du gouvernement se sentent plutôt satisfaites d'apercevoir leur nom? Est-ce que les journalistes ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent être poursuivis quand même au sein des tribunaux? Non, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Il n'y a pas de faute. C'est une liste, Sandrine. Ce que je voulais dire, il ne faut pas... je ne sais pas, peut-être l'exemple n'est pas le même avec la liste des homosexuels. Parce que la liste des homosexuels, vous accusez nommément quelqu'un qu'il est homosexuel. Là, c'est plus grave. On vous dit ici que... Je vais prendre plusieurs types de formes. Ouais. On vous dit, vous avez des listes où on dit, voici ceux qui veulent entrer au gouvernement. Voici ceux qui veulent entrer au gouvernement. Et souvent, c'est même coutumier. Moi, je ne sais pas, c'est coutumier. Je vais prendre un autre cliché. Vous avez des départements dans le Cameroun qui n'ont pas de ministre. Dans la presse, vous voyez un papier qui sort, qui vous dit les élites de tel département réclament un poste ministériel. Mais on lit ça dans la presse tous les jours. On lit ça dans la presse tous les jours. On ne devrait pas il y a des revendications. Non, on ne devrait pas s'émouvoir. Il y a des revendications qui sont faites, qui sont connues. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous avez dans la région de l'Ouest, le département de la MIFI, vous avez par exemple des ressortissants de Bafoussam, c'est-à-dire l'arrondissement de Bafoussam, qui réclament à Hu et à Dia depuis plus de 21 ministres. Vous avez dans l'arrondissement du département du Kunki, dans le département du Kunki, vous avez les ressortissants entre guillemets de Banjoum qui réclament un ministre et qui s'offusquent de ce que il n'y a que les gens de l'arrondissement de Bayangam qui depuis pratiquement plus de 10 ans ont un ministre. C'est des revendications qui sont connues. Vous avez, je reviens aussi un peu plus bas dans le département du Hankam, aujourd'hui qui n'a pas de ministre. Vous avez des papiers qui revendiquent un poste ministériel. C'est connu, c'est des revendications. Il n'y a pas... Je ne trouve pas de mal. Je ne trouve pas personnellement de mal à ça. Donc la presse estime qu'en essayant de repositionner tout le monde, en mettant une carte de tous je pense qu'il ne faudrait pas aussi accuser les journalistes à tort. Il n'y a pas une conférence. Il n'y a pas une conférence de rédaction universelle du Cameroun. Je vais vous prendre un exemple, Sandrine. En janvier dernier, après les mouvements au niveau de la Cour suprême, j'ai fait un papier en disant voici pourquoi un anglophone doit être président du Conseil constitutionnel. Tout le monde m'a appelé pour dire les anglophones t'ont payé pour que tu revendiques leur cause. Or, j'avais fait un état des lieux simple de journaliste en constatant que le président de la Cour suprême était un francophone, le procureur général de la Cour suprême était un francophone, tous les présidents des chambres administratives étaient des francophones, et que logiquement, dans l'appareil, et pour les soucis d'équilibre, par ailleurs... Non, je dis bien. Le thème des accords de Fouman aussi. Oui, les accords de Fouman. Et je rappelais que le président du Sénat est un francophone, le président de l'Assemblée nationale est un francophone, et que pour les questions d'équilibre, le président Biya, le premier ministre est un poste opérationnel, le président Biya devrait nommer un anglophone président du Conseil constitutionnel. Et du coup, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas cité les noms? Je leur ai dit, j'ai fait un état des lieux simple. Très bien. Alors, je vous propose, donc, il nous reste quelques minutes juste à passer ensemble. Et je vous propose, avant de revenir sur la FEIA Mohamed, d'évoquer quand même le casse-tête des parents en ce moment. Nous sommes à quelques heures seulement de la rentrée scolaire 2015-2016. La presse a évoqué ce moment assez particulier pour tous les acteurs de la chaîne éducative. Jean-Claude Tulin, je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêt?
pour la rentrée scolaire demain? Je suis parent, je ne sais pas si je peux vous dire que je suis prêt, mais enfin je m'efforce d'être plus ou moins prêt, parce que, vous savez... Et pourquoi? Parce que vous avez dû constater aussi, comme dans la presse on a pu le faire cette semaine, que les livres, par exemple, le manuel scolaire soit rare, soit cher. L'inflation, les manuels scolaires qui sont extrêmement chers. Mais je vais quand même vous... Alors, c'est-à-dire que vous pouvez quand même revendiquer certaines politiques pour remettre pour que les prix soient homologués. Voyez-vous, il me souvient, quand ma fille était en 6e, elle est en année doctorat, elle va être médecin dans un an. Quand elle était en 6e, j'ai acheté, avec 10 000 francs, j'ai pu acheter des manuels scolaires à ma fille. Il me souvient. Et à l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Charles Etundi, qui avait révolutionné l'enseignement scolaire et les manuels scolaires à l'époque en faisant en sorte que les manuels scolaires soient fabriqués au Cameroun, au CPR. Et à l'époque, tous les gros distributeurs dans des librairies et compagnie ont combattu cette affaire au point où la deuxième année, on a retiré ça. Je voudrais arriver à quoi? Je voudrais arriver à dire que du moment où les manuels ne sont pas fabriqués au Cameroun, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la spéculation au niveau des libraires et des éditeurs de manuels scolaires. Mais il y a plus grave, c'est le scandale de l'APE. Moi, je ne voudrais pas utiliser la langue de bois, je ne vais pas... On reviendra sur ce qui est considéré par vous-même comme le scandale de l'APE. Alors, Rodrigue Soufo, la rareté, même la cherté, les problèmes que pose le manuel scolaire au fil des années, il y a des parents qui ont constaté qu'au fil des années, les livres sont changés au programme. On se souvient par exemple, il y a 5 à 10 années, disons même 10 années par là, 10 à 15 années, il y a un enfant qui dans une maison aurait pu utiliser un livre et le laisser à son cadet. À l'époque de Mamadou et Vineta. Permanemment, on observe ce type de changement. De quoi cela participe selon vous? Est-ce qu'il s'agit simplement de mettre en lumière, comme Jean-Claude Tulin peut-être a semblé le dire, les éditeurs camerounais? Non, moi je pense que ça révèle quelque chose de plus profond. Et ça révèle l'absence d'une vision à long terme sur le type de citoyen qu'on veut fabriquer dans un pays. Parce que dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, les auteurs sont des canevas de discussion et d'échange entre les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un vous cite, je vais prendre l'exemple de Vie cruelle, tout le monde, quand on dit Tanga Nord, Tanga Sud, ceux qui ont lu Vie cruelle avec nous, ils comprennent exactement de quoi on parle. C'est un ensemble de codes qu'on s'échange et qui permettent de progresser. Pendant une certaine période, il y avait une cohérence dans la vision qu'on voulait donner à la formation et à la fabrication d'un type de citoyen. Et ça repose sur la connaissance. C'est la connaissance le seul élément qui nous permet d'être différents des animaux. C'est le seul droit qui permet à l'humain d'être suffisamment différent des autres. Donc il y avait une vision sur la construction d'un patrimoine de connaissances commun. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que on a donné la possibilité à chaque ministre de décider quand il arrive de quel programme scolaire de formation on aura. Dans tous les pays, on réfléchit pendant longtemps, on fait des états généraux de l'enseignement pour voir quel type de citoyen on veut fabriquer à travers quel type d'enseignement. Là, on parle des moyens scolaires, mais il y a pire dans cette rentrée scolaire. Il y a pire, c'est les frais de scolarité et d'inscription. J'ai voulu, ma fille ne fait pas doctorat comme Jean-Claude, elle est à la maternelle, et je me suis renseigné, et j'ai découvert que ce que je dois payer pour une demi-journée à ma fille correspond à la totalité de ce que mes parents ont payé pour ma scolarité, de la CIL jusqu'au niveau doctoral. C'est assez scandaleux dans une période où on estime que les ressources ont baissé dans un pays. C'est-à-dire ce que je dois payer pour ma fille représente environ 150 fois le SMIC pour les études qui ont de 9h à 14h. Je prends juste dans une école je prends un exemple. Sauf que si on va dans le public, à notre époque, le public n'était pas gratuit. Mais aujourd'hui, la gratuité du public coûte plus cher
que le public payant que nous avons, où nos parents nous ont inscrits. Je veux dire, je prends même l'exemple du public qui est officiellement gratuit. Il y a un problème, Sandrine. Il y a un vrai problème qui ne peut pas être résolu par nous, Jean-Claude. Non, il ne peut pas être résolu sur ce plateau. Jean-Claude, vous dites que l'école il doit être résolu au niveau de l'État, parce qu'on a besoin d'un capitaine à bord. On a besoin de quelqu'un qui exerce la régulation et qui s'assure qu'il y a une cohérence dans un ensemble de choses. Vous avez de petits malins. Jean-Claude Aristide. Vous avez des petits malins dans ce pays qui pensent que tous les ans, à la rentrée scolaire, ils vont bâtir leur fortune sur la misère des autres. Et ça, il faut que ce soit dit. Et il faut également dire que la gratuité de l'école, ça, c'est l'acte posé par le président de la République. Alors, 13 années après, de votre point de vue, on observe elle ne l'est pas, puisque ces petits malins ont trouvé des combines du genre l'APE et du genre il faut payer l'APE et ils contournent dans la gratuité de l'école et ils pressurent les parents en leur disant qu'il faut payer l'APE. Et je dis que, et ça, ce qui est encore très grave, c'est avec la complicité passive et notoire et des parents et de l'administration et du chef de l'établissement. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, que font les autorités en charge de l'éducation? On a par exemple vu que ce soit le ministre des enseignements secondaires ou encore le ministre de l'éducation de base tenir d'autres discours qui n'ont pratiquement rien à voir avec la gratuité. Le ministre fait son travail. La gratuité factice de l'école que vous évoquez. Le ministre a parlé des mesures de sécurité à prendre. De l'autre côté, on parle des écoles qui vont être fermées, ces écoles clandestines ou encore qui vont être fermées. Ça, c'est pas ça. Mais vous estimez quand même qu'il y a d'autres problèmes? C'est pas ça qui... Le ministre fait son travail de ministre. C'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit qui va traduire ou faire en sorte que sur le terrain, que les chefs d'établissement nommés par ce même ministre, que les délégués d'arrondissement départemental et régional, que le délégué régional nommé toujours par ce même ministre, applique réellement la volonté politique du gouvernement impulsé par le chef de l'État via le ministre jusqu'au dernier, y compris les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Je voudrais rebondir pour dire une chose. Le chef de l'État a décrété que l'école primaire était gratuite depuis plus de 13 ans. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous continuons à payer, et même plus cher. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque vous vous rendez dans une école primaire... La faute assez malin évoquée par Jean-Claude Julin. La faute au ministre des enseignements secondaires et au ministre de l'éducation de base. Comment et pourquoi? Parce qu'il ne frappe pas du poing sur la table. Au chef de l'État, il n'a pas suivi ça. Oui, non, d'abord au ministre, parce que on a beau souvent accuser souvent c'est un exécutant du chef de l'État. Oui, c'est un exécutant du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État vous nomme, vous devez faire votre travail. Est-ce que le ministre a-t-il fait son travail? Non. Le chef de l'État avait viré le ministre parce qu'il n'avait pas... C'est un autre problème. Moi, à l'application de la je charge d'abord le ministre. Je charge d'abord le ministre qui est le chef du département, qui est le chef de ce département ministériel. Vous direz la même chose sur le chef du gouvernement. Vous direz la même chose sur le chef du gouvernement. Je ne vous coupe pas, je ne vous coupe pas, mais les parents aussi sont responsables à plus d'un titre parce que les parents ne doivent pas accepter de payer quand on dit que c'est gratuit. C'est mon temps de parole. Depuis plus de 13 ans, mais il refuse. Le président a signé un décret pour la gratuité de l'école primaire. Chaque année, je vous dis, si vous suivez les discours de tous les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base, chaque année, ils viennent vous dire, ils ont une rentrée solennelle, ils viennent vous dire non, on ne voudrait pas que vous payiez de l'argent aux parents. On dit, bah, attends. Et dans les faits, les gens ont beau dénoncer, saisir la CONAP, les chefs d'établissement n'en ont que. Et il y a une complicité avec les présidents des associations des parents d'élèves et enseignants. C'est-à-dire, c'est devenu une grosse bataille pour le contrôle de l'APE. L'APE même, les élections au sein des associations des parents d'élèves dépassent même les élections au sein du RDPC. Parce qu'il faut contrôler de l'argent. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas l'ami du chef d'établissement, si le président de l'APE, là, faites un sondage. Si vous faites un sondage, je prends un exemple pour le cas de la région du littoral. Là où le chef d'établissement s'entend par le président de l'APE, ça voudrait dire qu'ils ont des différends d'argent. Ça veut dire qu'ils ont des différents d'argent.
Je vous dis, c'est totalement absurde. Depuis 13 ans, chaque année, les gens viennent faire des discours, l'école est gratuite, non, les parents ne cédent pas. Mais le pauvre parent, que va-t-il faire? C'est justement ce qu'il faut savoir auprès de Jean Cotulin qui a dit que les parents doivent refuser de payer. Écoutez, si vous êtes dans un établissement, il y a 4 000 parents. Jean Cotulin, vous êtes parent, vous arrivez dans un établissement scolaire avec votre enfant, nous sommes à, disons, une semaine de la rentrée scolaire, vous avez déjà eu beaucoup de problèmes à trouver de l'argent, à pouvoir financer pour l'achat des fournitures scolaires, des manuels scolaires pour son inscription, et que vous arrivez à un chef d'établissement, vous dit par exemple qu'avant toute inscription, il faut par exemple s'acquitter des frais d'appel qui s'élèvent à 25, 30 ou 35 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais d'abord vous dire ceci. Les textes signés par le ministre de l'Éducation nationale ne rendent pas obligatoire le paiement de l'APE. Ça, c'est ce qu'il faut que les parents sachent. Ça ne rend pas obligatoire, c'est facultatif. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de payer l'APE pour inscrire votre enfant. Les parents doivent le savoir. Et il faut que vous, les journalistes, vous savez que les parents sont contraints à payer les frais d'APE avant d'inscrire leurs enfants? Mais écoutez, parce que tout parent veut que l'enfant fréquente son enfant. Les parents ne peuvent pas accepter que l'enfant reste à la maison. Mais à la différence que les parents n'arrivent pas à s'accorder sur ce point-là. Ça veut dire que si tous les parents d'une école publique s'accordaient sur le point, nous ne payerons pas. Jean-Claude, vous savez comment ça se passe? Ils ne payent pas. Vous savez comment ça se passe? Ça dit un groupe de personnes. Un groupe de personnes autour de l'association des parents d'élèves. Un groupe de personnes autour de l'association des parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils vous appellent. Ils vous disent, vous voyez, nous n'avons pas de bancs ici. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Donc vraiment, entre nous, là, cotisons. Cotisons, on énumère les charges. On dit, peut-être les charges pour cette année, c'est 1 million de francs. On divise par le nombre d'élèves dans l'établissement. C'est ça qui donne le montant qu'on demande au niveau de l'APE. Ça, c'est l'explication qu'ils vous donnent de façon officielle. Mais lorsque vous versez cet argent, est-ce que les travaux dont votre argent a été pris pour le faire, est-ce qu'ils le font? Non. C'est ça la vérité. Donc, chaque année, les banques doivent fondre. Oui, ça je vous dis, de la glace, quand vous allez dans même pour inscrire votre enfant dans un lycée, lorsque vous inscrivez votre enfant dans un lycée, vous arrivez, le professeur vous dit vraiment, nous on n'a pas de banc ici. On vous dit, il faut donner 50 000 francs. On vous dit qu'il faut donner 50 000 francs pour les frais. Moi, ce qui me concerne, j'ai inscrit un enfant l'autre jour, je suis allé voir un proviseur, il ne m'a rien demandé. Non, mais parce que c'est vous, Jean-Claude. Parce que c'est Jean-Claude. Peut-être vous êtes son ami. Mais je vous dis, on vous demande, je connais les lycées ici, on vous demande 50 000 francs pour les frais d'appel. Très bien, c'est bien compris, Aristide. Permettez à Rodrigue de dire. On a évoqué la responsabilité des parents, oui et non, pour moi, de mon point de vue. Il y a un journaliste d'ailleurs qui a fait une grève totalement de la faim au niveau du lycée des Nouvelles. Il a fait une grève de la faim au lycée des Nouvelles parce qu'il s'est opposé au règlement des frais d'APE et ses enfants ont été chassés de l'établissement. Il a fait une grève de la faim qui n'a pas été, à mon sens, suffisamment couverte par les médias pour donner à cet acte que je considère comme citoyen le retentissement qui aurait pu permettre à d'autres parents d'élèves d'avoir l'initiative de ne pas payer et donc d'appliquer. On ne peut pas adhérer à une association contre sa volonté. Et les APE encore s'appellent association d'élèves. Très bien. On est pratiquement à la fin de cette émission, mais je propose de dire juste en 30 secondes un mot avant de vous laisser partir quand même sur l'affaire Iya Mohamed. Jean Cotulin, vous pensez que la presse a suffisamment fait le distinguo entre le directeur général de la Sodecoton et le président de la FECAFOOT? Très rapidement, nous sommes à la fin. Je crois que la presse n'a pas fait de distinguo. La presse a franchi le Rubicon immédiatement. Et je pense que la presse donne pour raison que Iya Mohamed s'est comporté en suicidaire, en voulant s'accrocher au poste de président et qui paye, ma foi, le fait qu'il n'a pas su passer la main de manière tacite
à quelqu'un d'autre. Et puis il faut, peut-être que la presse a tort ou a raison, puisqu'on voit qu'en 1998, Vincent Onana, lui aussi, il a eu quelques démêlés parce qu'il s'approchait au poste de président. Et puis on l'a vu. Et puis il faut savoir que le football au Cameroun, c'est l'âme immortelle du peuple camerounais, c'est le patriotisme, c'est la fraternité. Et qui touche au football au Cameroun, il faut qu'il sache qu'il ne va pas se laisser, on va pas le laisser faire. Peut-être le prochain président de la FECAFOOT devrait s'arranger à ne pas avoir des démêlés avec la justice. Bien évidemment. Oui, en fait, ma religion sur l'opération Épervier, je mets bien les guillemets, est faite depuis bientôt 10 ans. J'avais d'ailleurs publié, je ne me suis pas caché, j'ai publié une tribune dans un quotidien camerounais pour dire que pour moi, il fallait arrêter ça. Il fallait totalement l'arrêter, la remettre à plat et mettre en place ce qui a fait succès ailleurs en matière de lutte contre la corruption. C'est-à-dire tout ce qui est enquête, négociation avec le prévenu et restitution sans la publicité et les dépenses dispendieuses qu'on enregistre aujourd'hui. Aujourd'hui, bientôt 10 ans après le lancement de cette opération dans sa composante actuelle, qu'est-ce que nous avons reçu au Cameroun? Est-ce qu'on vole moins? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on a recouvré un peu d'argent volé? Est-ce que l'argent recouvré amortir de 10 ou de 5% les dépenses qui ont été engagées? Est-ce que dans sa solidarité et dans sa capacité à répondre aux enjeux du développement qui l'interpellent, le Cameroun a gagné ou est-ce qu'il a perdu? Est-ce que toutes les compétences qui sont aujourd'hui réduites au silence, emprisonnées, toutes ces compétences qui ont été formées par nos impôts, est-ce que ces compétences ne sont pas utiles, n'auraient pas pu être utiles au Cameroun aujourd'hui dans les enjeux qui sont les nôtres? J'estime que c'est inutile, qu'il faut mettre un terme à cela. Alors, pour sortir rapidement, Aristide, sur des cotons, on parle également de coton sport de Garoua. La presse a chaque fois évoqué le sponsoring qui était d'ailleurs un chef d'accusation de Iya Mohamed. Très rapidement. Iya Mohamed, sur ce plan-là, s'en est défendu en disant, comme toute entreprise, oui. Toute entreprise n'est pas interdite de financer un club ou une activité sociale. Mais le problème, c'est qu'il s'est défendu en disant, est-ce que l'argent qu'on me reproche d'avoir donné à ce de coton, est-ce qu'il n'est pas arrivé à bon port? Mais ce que je voulais dire, c'est que Jean-Claude là vient de dire qu'il y a un moment été condamné parce que pour les problèmes de football. Non, il faut faire attention. J'ai dit ce que j'ai lu dans la presse. J'ai lu ce que j'ai lu. Deux choses tout ça. Elle m'a demandé ce qu'a dit la presse. On est à la fin. Alors, deux choses pour dire que... On est à la fin là. Deux choses pour dire. Elle m'a posé la question sur ce que j'ai lu dans la presse. On est à la fin, Jean-Claude. Deux choses, Sandrine, pour dire que il y a eu une mission de contrôle supérieur de l'État qui a sévi au niveau de la Cour de coton entre 2004 et 2005. Donc, le procès qui est tenté au niveau de la Cour de coton est un procès à la suite d'une mission de contrôle supérieur de l'État. On ne peut pas confondre au niveau du TCS. Moi, avec les affaires de la Fédération camerounaise de football. C'est ce que moi j'ai pu suivre là. Alors, donc, si les gens estiment que au niveau du TCS, on n'a jamais parlé de la FECAFOOT là-bas. Bien évidemment. C'est la presse qui en parle. Si c'est pour avoir les clubs de la dimension de coton sport, j'aimerais bien comprendre encore un peu plus. Merci à vous, Roger Sofé. Nous disons également merci à Jean-Claude Tulin. Nous allons donc nous arrêter ici pour ce qui est de cette édition de Droit de réponse. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain. S'il plaît, à dire au revoir. Merci.